Mais tout à l'heure, vous dites que vous avez fait la prison au Ghana. Pourquoi? Alors, j'ai fait 2 fois la prison au Ghana. La première fois, on m'a arrêté le 24 août 2012. Je venais d'Afrique du Sud d'une mission en tant que porte-parole. J'allais rencontrer le gouvernement sur invitation du président Thabo Mbeki. J'allais rencontrer le gouvernement sud-africain. À mon retour à l'aéroport, on m'a arrêté. C'était après que je saurais que c'était un kidnapping raté. D'ailleurs, je suis en train de faire un livre là-dessus, qui est intitulé Combat d'exil, pour reprendre tout ce que les exilés ont vécu, y compris moi. On m'a arrêté. Et c'est après coup qu'on va me dire, quand j'ai volé tout l'argent de la BCAO, j'ai cassé la BCAO, j'ai volé les banques, autour de 400 milliards de francs CFA. Ça, c'était la première situation. J'ai quitté la prison et je te dis ces choses pour ne même pas voir, parce que ça veut, pour ne pas attirer la pitié sur moi, parce que je l'ai déjà dit, hein, nous là, on est au quotidien en phase avec la prison. Le juge m'a donné une liberté courte un mardi. J'ai quitté la prison mercredi. Le vendredi, à pareille heure, exactement vers 15h, 16h, je suis allé, puisque j'étais censé aller signer ma présence. Ça, c'est Interpol qui est venu m'arrêter. On m'a reconduit en prison. Ils n'ont pas envoyé l'affaire devant le premier juge qui m'a donné la liberté, parce que tu m'as envoyé devant le premier juge. Le premier juge, étant déjà en liberté sous caution, il m'aurait dit, bon, comme il est en liberté sous caution, parce que c'était pour les copies. Et donc, on m'envoie dans une autre prison. Et cette fois-ci, on me dit que j'ai tué le mérite Dallot, qui lui était ici, mais n'était pas arrêté. Il vivait, il était ici, il avait quitté sa prison. Lui, là, on l'avait arrêté pour dans le cadre de la réponse électorale. On lui avait jamais signifié qu'il avait tué quelqu'un. On dit que lui et moi, nous avons tué 2 personnes, des ferronniers de surcroît, un homme de 83 ans et un autre de 38 ans. D'ailleurs, ils sont pas allés chercher loin, ils ont pris l'année, ils ont inversé. Parce que 38, quand tu inverses avec 83, tu fais le 3, l'autre avec 83, on les aurait tués. Et là, ils m'ont mis dans une prison de grands criminels. Pour commencer un autre procès. J'ai gagné les 2 procès. Parce que quand les juges qui m'avaient arrêté, leur a demandé, mais enfin, vous dites qu'il a tué quelqu'un, 2 personnes. Envoyez-moi l'analyse balistique, il les a tués avec quoi? Au bout d'un moment donné, je n'ai jamais oublié le nom du juge, il s'appelle Ali Baba. Il m'a libéré. Parce qu'il a compris, et avec une phrase, mon tribunal n'est pas un podium politique. Il m'a libéré. Mais mon procès, je suis resté en procès dans l'ancien histoire de cadre de BCAO. Je suis resté en procès 1 an. Et c'est le 30 août 2013 que j'ai été acquitté. C'est pourquoi je n'ai jamais compris, puisque ce sont les mêmes pièces que le juge a regardées, comment le juge Gagné, après avoir regardé tous ces dossiers, m'a acquitté en disant qu'il ne voit aucun élément, ni dans les témoignages écrits par les banquiers eux-mêmes, ni par les témoins que le gouvernement avait envoyés pour défendre ma cause, dans la cause devant là-bas. Aucune trace qui dit que la BCAO était condamnée. Et le juge a terminé par cette phrase. Je ne peux m'empêcher de dire que ce procès est d'ordre politique. C'est écrit noir sur blanc. Ça fera partie de mon livre, noir sur blanc. Je ne peux vous empêcher que ce soit un vote politique. Mais on m'a condamné ici, à 20 ans, à aller président Laurent Gbagbo. Pour les mêmes faits, moi en tant qu'auteur principal, le président Laurent Gbagbo en tant que co-auteur. L'auteur principal a été après amnistié et le complice est resté là. Donc c'est tout ça. Il a déjà fait la prison. Et donc, et encore à l'étranger, plus compliqué. Mais nous sommes habitués à ça. Monsieur, comment on peut mettre un exilé en prison? On peut l'arrêter? Oui, bon, un exilé n'est pas exempt de poursuite. D'ailleurs, un exilé, si tu es au Ghana, tu fais des conneries. Si tu es exilé au Ghana, on t'arrête, on te met en prison. Il n'y a pas de problème. Mais un exilé, on n'arrête pas un exilé pour lui demander de le mettre en prison pour des raisons politiques. Et ça, sur cette question-là, tous les accords sur la Convention de Genève
toutes les conventions qui traitent la question, la convention de la CEDEAO et même de l'Union africaine sur la question des exilés pose ce principe. On ne met pas un exilé qui a fui son pays pour des raisons politiques, c'est les mêmes raisons, on ne les met pas en politique. Or, ici, le juge a tranché, il a écrit noir sur blanc que c'était des poursuites qui étaient des poursuites d'ordre politique. Donc, on n'a pas le droit d'arrêter un exilé politique. Mais ici, le gouvernement, bon, il a franchi toutes les lignes, hein, donc on fait avec, et on vit avec. Mais sans peur, hein. Ça, je dis vraiment sans peur. Voilà. On est quand même étonné que ce régime qui vous poursuit en exil, vous rentrez, ce même régime vous blanchit par une amnistie. Et bien, d'ailleurs, pour l'amnistie, avant que je ne vienne, je rappelle que j'ai été arrêté une troisième fois. Cette fois-ci, je n'ai pas fait la prison. J'ai été arrêté 3 fois. La troisième fois, j'ai dormi en prison. Et il se trouve que c'était les mêmes dossiers. Quand le procureur est venu, le procureur a dit aux gens, écoutez, on est fatigué. Le monsieur là, on l'a déjà jugé. On l'a acquitté. On ne peut pas l'arrêter pour la même chose. Donc, je vais dire, ils avaient déjà fait l'amnistie. Mais une affaire politique, vous pensez que tous ces prisonniers qui sont les 1600, les ont fait quoi? On se dit la vérité, là. Nos camarades qui sont en prison, là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter d'être en prison? Qu'est-ce qu'ils ont fait? La contradiction dit je ne suis pas d'accord avec le 4e mandat. Ça vaut pour ça qu'on m'emmène en prison? Mais ça là, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. C'est non parce que vous allez m'envoyer en prison que ça va changer ma position. Vous faites votre 4e mandat. Je dis je ne suis pas d'accord. Mais c'est la liberté de mon opinion. Est-ce que c'est pour ça qu'on va m'envoyer en prison? La prison n'est pas faite pour les politiques. La politique, ça c'est le débat des idées, c'est la contradiction permanente. Un régime ne peut pas faire de la prison son mode de gouvernance principal. Ce n'est pas possible. La prison, c'est reposant. Le président Laurent Gbagbo vient de mettre sur le pacte social. Parmi les 7 piliers, quel des piliers qui vous a le plus questionné, qui a attiré beaucoup plus votre attention? Je n'irai pas très loin de la décentralisation. Je voudrais d'abord saluer cette initiative du président, parce qu'il a cette capacité d'aller où personne ne l'attend. Les gens l'appellent Garincha, parce qu'il a une vision des choses. Je l'ai dit quelque part, le pacte social permet de rappeler au monde entier que ce que nous voyons là, ce n'est pas ça qu'on appelle le développement. Il faut donner une autre, il faut repenser le développement. Le pilier qui m'intéresse le plus, c'est la décentralisation. Pour une raison toute simple. Le gouvernement, lui, il voit la décentralisation comme tout simplement un découpage administratif ou alors un moyen de placer ses camarades. Bon, il y a maire, il y a conseil régional, gouverneur. Il y a gouverneur du district, ministre-gouverneur. C'est ça, c'était le cafouillage. La décentralisation, ce n'est pas seulement une administration des territoires, ce n'est pas le découpage administratif. C'est le mode économique de développement d'un pays. Parce que, par le développement, on crée des pôles de développement. Aujourd'hui, là, quand vous quittez Abidjan, là, quand vous allez à l'intérieur, là, vous ne voyez pas le décalage? Allez-y à Dabou, c'est moins de 40 km. Et on ne va pas parler de Kachola chez moi. On va parler de Touba. On va parler de Bondoukou. Et c'est quand on transfère un certain nombre de compétences de développement. Ce n'est pas seulement des compétences administratives, des compétences de développement au niveau local. Alors donc, la décentralisation, ce n'est pas seulement, comme je l'ai dit, un simple découpage administratif. C'est un modèle, c'est un mode de développement harmonieux d'un pays. On ne peut pas tout centraliser dans une seule ville. Vous prenez Abidjan, Abidjan a à la fois le pôle économique, le pôle financier, le pôle industriel, le pôle commercial, le pôle touristique. Tout se concentre ici. Mais comment voulez-vous que ceux qui sont à main vivent, qui ressentent leur réelle appartenance à un pays? On a tellement concentré tout Abidjan qu'on n'a plus de terre. Maintenant, c'est la lagune qu'on est en train de remblayer. Et bien, quand on doit finir la lagune, on va s'attaquer à la mer. Pendant ce temps, vous avez à l'intérieur du pays des personnes, des villes qui ont besoin d'un plan
du développement à organiser. Et ça ne peut être porté que par la décentralisation. Et c'est pourquoi ce pilier est extrêmement important. Ce n'est pas parce que c'était le point central du programme du président Laurent Gbagbo, il avait raison, il a eu raison, mais c'est parce que c'est une vision qui correspond à la vision futuriste du monde. On ne peut pas continuer avec ça. Donc pour moi, ce pilier-là, c'est le pilier, en tout cas pour lequel j'accorde le plus d'intérêt, le plus important. Monsieur le ministre, l'indépendance. Le 7 août, la Côte d'Ivoire célèbre son indépendance. La commune choisit Yopougon, considéré comme le bastion du président Laurent Gbagbo. En tant que militant, est-ce que vous êtes concerné par cette indépendance qui aura lieu à Yopougon? Est-ce que vous allez participer? D'abord, avant d'être militant, je suis ivoirien. Donc, effectivement, c'est le symbole, tout n'est pas parfait, mais c'est le symbole de notre existence. Et évidemment, en tant qu'Ivoirien, je suis fondamentalement intéressé. Maintenant, en tant que militant, je pense que ça fait partie du jeu politique. Alors, sur ce point, moi, j'ai deux éléments. Pourvu que les populations de Yopougon tirent un profit. Ce sont nos militants, pourvu qu'ils tirent un profit. Ça, c'est la première des choses. Or, ce que j'ai vu, c'est que ils ont beaucoup des étalages pour les besoins. Ils ont quand même fait souffrir pas mal de petites populations. Ils vivaient à côté, c'est vrai, on pourrait compter, c'est pas beau, c'est pas ainsi de suite. Mais, comme je l'ai dit, à un moment, il faut savoir choisir entre le beau et l'urgence, entre ce qu'il faut pour le petit peuple, les besoins d'urbanisme de la nation. Je pense qu'ils avaient même décidé qu'à un moment donné, les boutiques devaient fermer pendant 2 semaines, ainsi de suite, ils ont revu. Et tous ces effets-là, par contre, je trouve qu'on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Ça, vraiment, c'est mon point de vue, on n'en a pas besoin. Est-ce que j'y serai? Non, malheureusement, je ne serai pas, parce que je serai pris ailleurs, mais cela n'enlève rien à l'intérêt que j'accorde donc à l'indépendance de mon pays, quel que soit le lieu où celle-ci est célébrée. Monsieur le ministre, dernier mot. Je vous remercie, et je vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez de nous expliquer un certain nombre de choses. Je vous encourage, c'est une très belle initiative. Il faut qu'effectivement le débat s'ouvre sur un certain nombre de questions. Et je vous avais déjà dit au niveau de l'écho, c'est un débat, on ne peut pas faire l'économie du débat. Il faut associer les populations à cette décision. Il faut leur expliquer. Le président a pris des initiatives comme le pacte social. On explique que les gens suivent notre exemple. Le président a pris quelque chose et aujourd'hui on essaie d'expliquer aux Ivoiriens pourquoi on veut faire ça. Pourquoi le président a pris une telle décision. Le peuple comprend. Le peuple n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on pense, un objet sans émotion, sans conscience. Au contraire, le peuple comprend. Faisons confiance à notre peuple, expliquons-leur les choses et le peuple nous suivra. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir accepté d'accorder une interview aux éditions de Le Temps. Merci de nous avoir édifié sur un certain nombre de sujets tels que la monnaie, tels que le pacte social, tels que la question des prisonniers, de ce que vous avez vécu en exil. Merci à tous et à toutes d'avoir pris un peu de votre temps pour écouter le ministre Kone Katina. À bientôt pour un autre numéro.